Alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Yvonne Maldonado maintenant, depuis qu'on s'est mariés cet été avec Thierry. Je suis doctorante en mécanique des fluides dans un laboratoire en aérodynamique qui est au sein de l'ONERA, donc c'est un peu l'équivalent de la NASA en France. C'est l'Organisation nationale d'études et de recherche aérospatiale. En tout cas, là, je ne vais pas du tout parler de mon sujet de thèse, mais j'ai choisi aujourd'hui de faire une présentation générale sur la mécanique des fluides, vulgarisée, c'est-à-dire que j'ai essayé de faire un effort pour être compréhensible par tout le monde, en tout cas pour la plupart de l'exposé. Je ne sais pas si ça va être le cas, j'espère qu'on pourra bien comprendre et puis que vous allez découvrir peut-être certains aspects que vous ne connaissiez pas sur cette discipline. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est passé à la porte et qui a demandé ce qui se passait cet après-midi. Et il ne savait même pas ce que c'était que la mécanique des fluides. Pour lui, c'était le titre d'un roman d'Amélie Nothomb. Alors, j'espère qu'on va pouvoir éclaircir quelque chose cet après-midi. Voilà, donc je vais commencer. Alors, mon plan, je vais parler vraiment de plein de choses parce qu'il y avait plusieurs petits points que j'avais envie d'aborder avec vous. Mais d'abord, on va commencer par essayer de comprendre un peu avec les mains ce que c'est qu'un fluide. Après, je vais vous présenter les équations de Navier-Stokes parce que ce sont vraiment les équations qui sont centrales en mécanique des fluides. Et après, je vous présenterai dans un troisième point une approche de la turbulence parce que c'est vraiment ce qui fait la complexité des écoulements mécaniques des fluides et c'est ce qui aussi est lié avec la complexité de ces équations de Navier-Stokes. Alors, un fluide, j'ai mis une petite image pour vous aider, mais j'aimerais bien savoir si vous aviez des idées pour définir ce que c'est qu'un fluide, ou si vous aviez des remarques à faire, pour commencer. Le dentifrice, c'est-il un fluide? Alors, c'est une bonne question. Non, mais en fait, justement, tous les éléments ne sont pas liés, c'est tout. Oui, voilà, c'est-à-dire la capacité à se déformer quand on regarde d'un niveau macroscopique. Oui, effectivement, il y a ça. Alors moi, j'avais noté quelques idées qui me venaient comme ça, en s'exprimant avec le langage courant. Alors, la première idée, c'était quelque chose qui coule, mais en fait, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ça dépend ce qu'on entend par couler, mais en tout cas, il y a l'idée que quand on met un fluide dans un bocal, c'est pas pareil que si on met un solide, un bout de charbon dans un bocal, le fluide va changer de forme, il va prendre la forme du bocal. C'est quelque chose qui occupe l'espace qu'on lui propose. Alors, là, bon pour les gaz. Voilà, pour les gaz, mais même en fait dans un certain sens pour un liquide, parce que quand on le met dans un verre, il finit par recouvrir le fond, il colle aux parois aussi. Bon, ça dépend comment on l'entend. De toute façon, c'est des définitions qui sont très avec les mains, juste pour donner une idée. Et puis après, j'ai mis tout ce qui n'est pas solide, parce qu'en fait, les états liquides et gazeux de la matière, en général, on les considère comme des fluides, et c'est ce qu'on étudie le plus en mécanique des fluides. Alors après, les trois définitions sont bonnes. Bon, voilà, en fait, elles sont un peu bonnes, un peu fausses, ça dépend comment... Juste quand même, oui. Est-ce que contrairement à un gaz, un fluide n'est pas supposé incompressible? Alors, justement, on a en mécanique des fluides deux catégories. On étudie les fluides compressibles. On étudie aussi ce qu'on appelle des fluides incompressibles. En fait, en compressibilité, il y a tous les phénomènes comme les ondes de choc, ce qu'on a sur les avions, par exemple. En fait, on a tout le continuum qui va du gaz parfait au fluide incompressible, c'est ça? Voilà, tout à fait. On a même des fluides très très visqueux. Alors, mais on a aussi, en fait, on peut aussi étudier avec la mécanique des fluides des phénomènes comme le trafic routier. Par exemple, les embouteillages. Finalement, les voitures, c'est comme des particules de fluide dans un tuyau, et il y a beaucoup de gens qui ont fait des analogies. Comme un fluide. Voilà, et puis c'est comme ça qu'on peut expliquer les bouchons, les engorgements. Voilà, les engorgements. Voilà, ça marche très bien. Et on peut utiliser les mêmes équations en les simplifiant, en enlevant certains termes, pour décrire le trafic routier, plein de choses. Et alors après, là, j'ai une petite vidéo, il faut que je clique deux fois ça? Non. Alors oui, parce que j'avais fait ma présentation sur un autre ordinateur, et là... voilà. Alors, en fait, les fluides, ça peut être quand même, la définition est quand même pas facile à définir, parce que là, vous avez un mélange d'eau et de maïzena. Et vous voyez que selon la contrainte qu'on applique, en fait, c'est nul, là. Pourquoi ça...
c'est la player. Bon, alors en fait, on voit pas trop, mais si vous voulez, quand on ne sollicite pas la matière, elle est liquide, elle se liquéfie. Mais si on appuie fortement dessus, par exemple si on tape dessus, on a l'impression que c'est solide. Ça, c'est ce qu'on appelle les fluides non newtoniens. Alors, il y a une loi de comportement pour ces fluides que beaucoup de gens, enfin, il y a des chercheurs justement dont c'est le métier de trouver les lois de comportement, c'est-à-dire la manière dont la viscosité du fluide va s'adapter à la contrainte qu'on va lui appliquer. Comme par exemple ici, la vitesse avec laquelle on bouge, on cherche à touiller le fluide. Ah, on peut la mettre comme ça? Ça dépend. Ah voilà, donc vous voyez ici, dès qu'elle appuie fort ou vite sur le fluide, il devient comme solide, enfin sur la matière, puis là il coule tout seul. Et puis après elle va essayer de taper sur voilà. Alors il y a des gens qui font des expériences très amusantes, ils remplissent des piscines avec ce type de matériaux, la maïzena mélangée avec de l'eau. Et puis après, ils s'amusent à courir dessus. Alors quand ils courent dessus, ils arrivent à... Enfin, ils s'enfoncent pas finalement parce qu'avec leurs pieds, ils appuient fortement sur le fluide. Sauf que dès qu'ils s'arrêtent de bouger, ils commencent à s'enfoncer à l'intérieur dans un milieu assez visqueux. J'ai vu ça sur Internet. Ça s'appelle comment ce produit? Là, c'est juste de l'eau mélangée avec de la maïzena. Mais de la maïzena, c'est comme la farine de maïs. Ah, d'accord. Sauf qu'il y a plein de fluides qui sont comme ça, des fluides non newtoniens. Par exemple, la peinture, en fait, vous avez envie qu'elle soit liquide quand vous la touillez avec le pinceau et vous l'appliquez sur le mur. Sauf qu'après, vous avez envie qu'elle sèche et qu'elle devienne comme solide. Donc ça aussi, c'est quelque chose, finalement, un produit dont l'état change, en tout cas la viscosité change, en fonction de la vitesse de touillage. Ce qu'on appelle... Les sables mouvants, c'est pas comme ça? Si, c'est ça aussi. Au bord de la mer, c'est comme ça aussi. Hein. Oui. Quand on appuie, c'est dur, et quand on vibre un peu, c'est tout. Voilà, donc en fait j'ai juste présenté ça pour montrer un peu les limites et dire qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à ces choses-là pour définir leur comportement, mais bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer que la définition d'un fluide n'est pas évidente non plus. Voilà, alors après cette petite présentation sur les fluides, je vais vous parler un peu des équations de Navier-Stokes. Et on va déjà commencer par la manière dont on met l'écoulement d'un fluide en équation. Alors là, sur la droite, vous avez le nom de 3 personnes importantes qui ont contribué à écrire à mettre en équation le mouvement d'un fluide. Donc il y a Navier et Saint-Venant. En fait, on appelle les équations de Navier-Stokes parce que ce sont ces 2 personnes-là qui ont surtout contribué. Navier, c'est un Français de l'école polytechnique et Stokes, un Anglais de Cambridge. Et Saint-Venant, lui, en fait, disons qu'il a beaucoup inspiré le travail de des 2 personnes qui sont venues après lui. Donc c'était aussi un Français. Je sais qu'ici on aime bien les Français et mettre en avant ce que les Français ont fait. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait mettre les Donc, parfaitement bien compris. On va considérer un écoulement dans un canal. Alors si on regarde au niveau microscopique, en fait, on a plein de petites molécules, par exemple d'eau, qui sont là comme ça. Bon là en fait, elles sont bien sûr beaucoup trop grosses par rapport au canal, mais je ne pouvais pas faire des points trop petits. Et quand le fluide se déplace, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là en fait, non seulement donc, ces gros paquets ont avancé, mais ils ont aussi tourné, il y a des mouvements de rotation, et ils sont aussi un peu éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que le fluide il est capable de bouger en changeant de forme, les molécules peuvent plus ou moins s'éloigner, ça dépend des directions, il y a des mouvements de rotation, donc c'est quand même un mouvement assez complexe. Après, alors, tout ça c'est dû au fait qu'il y a des forces qui s'exercent au niveau microscopique entre les molécules de fluide. Donc il y a des chocs, il y a des frottements, il y a bien sûr toutes les forces extérieures qui continuent à s'exercer comme la gravité. Et il y a bien sûr, c'est ça qui fait que c'est un fluide, un certain type de force d'attraction entre les différentes molécules d'eau qui font qu'elles peuvent quand même bouger les unes par rapport aux autres, ce n'est pas un solide, donc l'attraction n'est pas aussi forte que dans un solide, et puis plus forte que dans un gaz. Dans un gaz, il y a des attractions répulsives entre les molécules, ce qui fait qu'un gaz dans une pièce va occuper vraiment tout l'espace. Et dans un liquide, c'est un peu entre le solide et le gaz. En tout cas, il y a toutes ces forces-là au niveau microscopique. Mais nous, on ne va pas pouvoir étudier un fluide au niveau microscopique parce que, je ne sais pas pourquoi, on ne le fait pas en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui le font, en tout cas, on a une approche en termes de milieu continu.
C'est-à-dire que ce canal avec toutes les particules dedans va le remplacer par voilà, là, un canal. Alors si je mets une dépression de ce côté, le fluide va se propager dans ce sens. Et en fait, on va regarder la vitesse en un point. Un point, une particule de fluide, maintenant, pour nous, ça va correspondre en fait au niveau microscopique à plusieurs petites molécules d'eau. Et c'est comme ça qu'on peut définir, un peu pour les spécialistes, ouais, je parle, les quantités telles que la masse volumique en un point ou la pression en un point. Parce que, en fait, en un point, c'est comme si on faisait, comme s'il y avait plusieurs molécules d'eau au niveau microscopique, donc on peut définir ces quantités telles que la pression ou la masse volumique. Alors là, les forces, du coup, on va les exprimer en termes de forces intégrées, comme les forces de pression qui sont dans ce fluide. Donc en fait, c'est l'équivalent des chocs. Ou les forces visqueuses, c'est l'équivalent de frottement entre les molécules dans une direction qui n'est pas celle du mouvement. Il y a toujours aussi les forces comme la gravité qui s'exercent sur toutes les molécules de fluide. Donc c'est finalement en faisant des bilans et en utilisant ces forces qu'on va pouvoir comprendre l'équation de Navier-Stokes. Ah, une petite précision aussi, quand on regarde la vitesse v en ce point-là, la manière dont on va l'écrire plus tard dans les équations, on n'est pas en train de suivre une particule en regardant sa vitesse partout où elle se déplace. En fait, on se place en un point avec un senseur, un capteur, et on regarde, donc il y a toutes les molécules qui passent devant, tout le fluide qui passe devant, et on regarde comment la vitesse varie en ce point-là. On ne suit pas une particule dans ce mouvement, mais on est en un point fixe. Donc là, quand j'ai l'écoulement qui passe, il y a des moments où il y aura plus ou moins de particules, elles vont aller plus ou moins vite, et je vais avoir un signal comme ça. Ce qu'on a en expérience, moi je fais de l'expérience en soufflerie, donc je traite ce type de signe. Alors, voilà les équations de Navier-Stokes. Bon, elles font un peu peur, surtout qu'il y a des signes que la plupart des gens, si vous n'avez pas fait des études en sciences après le bac, ne connaissent pas. Mais je vais essayer de les expliquer juste rapidement, d'une manière simple quand même, pour vous donner une idée de ce que c'est. Conservation de la masse. Voilà. Alors en fait, il y a trois équations dans les équations de Navier-Stokes. La première, c'est l'équation de conservation de la masse. En fait, on l'obtient en prenant un volume dans ce canal. Et on va dire finalement que tout ce qui rentre dans ce volume pendant un certain temps, c'est égal à tout ce qui est sorti. Et plus ce qui est resté dans le volume. Et on va écrire cette première équation. Mais je ne vais pas m'attarder dessus en fait. Je vais plutôt expliquer la deuxième équation, qui est celle qu'on a l'habitude d'utiliser le plus. En fait, cette équation, c'est l'équivalent de la deuxième loi de Newton en mécanique, c'est-à-dire que la masse fois l'accélération est égale à la somme des forces. Finalement, c'est ça qu'on va écrire ici. Ici, vous avez le terme masse fois accélération. En fait, la masse, elle est donnée ici par la masse volumique du fluide. Enfin, c'est ça qui est, disons, analogue. Et là, vous avez tous les termes de dérivée de vitesse. Bon, ça, c'est un autre terme qui est lié au fait que le fluide peut se déformer et que la vitesse n'est pas la même dans toutes les directions. Mais globalement, ce terme, c'est la masse fois l'accélération. Et là, vous avez les termes dus aux forces qui s'appliquent dans le fluide. Ce sont les forces de pression ici, les forces visqueuses et les forces volumiques. Alors, comme par exemple la gravité, en général, on considère surtout celle-là. Voilà pour une explication très rapide, j'en conviens, mais bon. G F égale M gamma. Voilà, c'est ça, c'est somme des forces égale masse fois accélération. Et ensuite, alors la dernière équation, c'est l'équation de bilan de l'énergie, parce qu'en fait, vous êtes d'accord que dans un fluide, on peut transporter une quantité. Si je mets des petites particules dans un fluide qui sont très légères, eh ben, elles vont bouger avec le fluide. De la même manière, pas de la même manière tout à fait, mais en fait, le fluide peut transporter de la température ou de l'énergie. C'est-à-dire que il y a le phénomène de conduction, comme dans un métal. Donc s'il y a des mouvements thermiques très rapides, donc ça donne de la température à un endroit, ben, ce mouvement peut se propager aussi avec le fluide qui avance. Et finalement, ce transport d'une quantité de l'énergie, par exemple, ou de la température ici, ça vient de cette équation-là. Si on continue à la simplifier, on peut écrire l'énergie en fonction de la température, et du coup, on a le transport de la température dans le fluide. Donc si on étudie des écoulements incompressibles, où il n'y a pas de choc, où il n'y a pas de température, ben en fait, on ne considère pas forcément cette équation. C'est l'équivalent de la température. E, c'est l'équivalent de l'énergie interne. Alors après, voilà, il faut continuer les développements pour faire introduire C'est lié à l'équation d'état. Oui, voilà, oui, tout à fait, c'est ça.
Voilà. Et c'est quoi C? C'est la C. vitesse de la lumière, c'est quoi? Il est où c'est C'est Non, D, c'est- C sur DT et Non, c'est E, c'est c'est ça, E. E. C'est un petit E. C'est l'énergie. L'énergie. On n'est pas encore dans les fluides relativistes. Grand E, hein. Bon, Oui, voilà. Donc alors, ces équations peuvent s'appliquer à des situations très variées. Il faut dire que je vous ai présenté une forme très générale, mais en fait, tous ces cas-là, et puis peut-être bien d'autres, on les étudie en mécanique des fluides, on peut appeler ça de la mécanique des fluides. Alors, il faut juste que, du coup, pour chaque cas, on simplifie l'équation comme on l'entend, on explicite mieux les termes, on écrit aussi les conditions aux limites, donc pour les spécialistes, je précise, et après, voilà, on peut traiter tous ces cas. Alors, ce cas-là, c'est le cas de l'écoulement du sang dans les veines. Je sais que c'est étudié pas mal par certaines personnes de mécanique des fluides. Personnellement, j'en connais pas, mais par contre, le deuxième cas, c'est l'étude du détachement de la rétine dans l'œil humain. Et ben, récemment, il y a quelqu'un de l'université de Gênes qui est venu dans notre laboratoire et qui nous a présenté les travaux qu'il avait fait là-dessus. Et il paraît que ça a beaucoup aidé les chirurgiens à trouver des meilleures méthodes de traitement, parce qu'en fait, ce que les chirurgiens... Alors, pardon, je vais partir du début. Le détachement rétinien, c'est quelque chose qui survient à partir d'un certain âge. En fait, il y a du liquide du devant de l'œil qui passe dans la partie arrière. Là, vous avez un liquide qui est plutôt aqueux et là, plutôt visqueux. Et du coup, il passe derrière cette espèce de quoi? De poche, oui, de quoi? De membrane qui est collée sur la rétine, et ça commence à la faire détacher. Donc soit il peut y avoir un petit filet qui bat, soit il y a un trou. Et finalement, en fait, ce que les médecins ne savent pas, c'est dans quelle situation est-ce que on a plus tendance à avoir un détachement. Par exemple, si on a un trou, est-ce que c'est mieux ou moins bien que si on a un filament qui bat? Et du coup, quelle technique est-ce qu'il faut employer pour réparer l'œil, et est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre? On appelle pas ça plutôt décollement de la rétine? Ouais, c'était Si, comme si, c'est ça. Ouais. Ouais. Décollement de la rétine. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc, avec une approche en simulant ce milieu et en simulant la partie solide, enfin disons, l'interaction fluide-structure avec la membrane détachée de la rétine, il a mis en évidence certains résultats, et voilà, et ça c'était utile au chirurgien. Donc bien sûr, bon, pour les moteurs, pour voilà, les navettes spatiales ou dans les voitures, tout ce qui est combustion aussi, on l'étudie en mécanique des fluides. Bien sûr, les avions, ça c'est assez connu, et puis il y a aussi la météo, par exemple. Et c'est pour ça, en fait, quand on connaît bien la mécanique des fluides et quand on connaît l'avance qu'on a, enfin tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de simulation numérique, on comprend pourquoi les gens ont du mal à prédire la météo localement pour le lendemain. En fait, c'est très difficile. Voilà, bon, je pourrais plus en parler par la suite. En tout cas, alors une chose est sûre, ces équations, elles sont très pratiques parce qu'elles permettent de décrire plein de cas, sauf que eh ben, c'est très difficile à résoudre et c'est un casse-tête pour les mathématiciens et pour les physiciens aussi. Déjà, d'un point de vue mathématique, ces équations, ce sont des équations différentielles non linéaires. S'il y a des gens qui font des maths dans la salle, ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas facile du tout à résoudre. Et la non-linéarité, elle vient de ce terme-là. En fait, ce terme-là, c'est de toute façon souvent celui qui nous embête, presque toujours. On parle d'équation différentielle ou dérivée partielle? Oui, oui aussi, c'est ça. Je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu le mettre, c'est de difficulté en plus. Alors en général, on ne peut pas résoudre ces équations sous forme analytique, dans la plupart des cas en fait. Et on ne sait pas toujours démontrer que ces équations ont bien des solutions. D'ailleurs, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Clay, qui donne des problèmes de maths à résoudre dans le millénaire. Elle en a sélectionné 7 pour les années 2000 à 3000. 7 problèmes de maths qu'elle estime extrêmement difficiles à résoudre et pour lesquels, si quelqu'un arrive à résoudre, il pourra gagner un pactole de 1 million de dollars. Alors, c'est pas grand chose, hein, mais. Alors, démontrer que les équations de Navier-Stokes sont toujours des solutions qui, dans tous les cas, et qui sont définies pour un temps t de 0 à l'infini, c'est quelque chose de très compliqué. On connaît déjà certains résultats, mais on n'a pas ce résultat général. Et donc finalement, on est en train d'utiliser ces équations dans tous les cas, sans savoir si finalement elles ont toujours une solution, mais
Vous allez voir, c'est pas très grave parce que de toute manière, on utilise toujours ces équations sous forme approché. On n'est jamais sûr de décrire totalement la réalité en mécanique des flux. Alors, oui, il n'y a pas que là, bien sûr. Et pour les physiciens aussi, donc ces équations sont compliquées et je vais vous montrer juste en montrant une vidéo d'un écoulement super simple qu'on voit tous les jours dans la vie de tous les jours. C'est une cascade. La fumée de la cigarette. Ah, il y a ça aussi, ouais. Oui, oui, il y a ça aussi. Mais là, alors si on regarde une chute d'eau, mais là au début, attends, elle est où? Oui, c'est pas ça. Ah ouais, d'accord, mais bon... voilà, alors, ça, Un torrent. finalement, ouais, c'est un torrent, ouais, c'est... Alors, vous avez un écoulement qui dépend du temps, vous avez plein de petites échelles, alors, il y a des mouvements d'échelle qui ont de grandes échelles, il y a des petites échelles, de l'écume, enfin, bref, c'est super compliqué, et ça... ça devrait être la solution d'une équation de Navier-Stokes. Donc quand on voit la tête de ce que c'est en réalité, on comprend pourquoi en maths, ils ont du mal à montrer l'existence ou même à trouver une solution analytique à ça. Alors là, vous voyez des phénomènes turbulents, et c'est une des difficultés qu'on a, enfin elle est liée à la non-linéarité des équations de Navier-Stokes, et c'est ce qu'on va un peu, enfin ce sur quoi je vais m'attarder pour la dernière partie de la présentation. Stop. Alors, ah oui, bon, en fait j'ai des origines japonaises et j'ai pas pu m'empêcher de mettre un joli tableau de conseil sur la grande vague de Kanagawa. Voilà, bah, c'est un écoulement turbulent aussi, qu'il a plutôt pas mal décrit. Et. Hein, ça marche pas en fait. Alors voilà, la turbulence. Donc, pareil pour un fait, j'aimerais que vous deviniez, enfin que vous me dites. Vous disiez certaines caractéristiques d'un écoulement turbulent d'après la vidéo qu'on a vue ou d'après ces trois images qui sont un peu des indices en fait de ce que je vais raconter dans la suite. Alors pour vous, les idées qui vous viennent quand on dit turbulent, c'est quoi? Un enfant turbulent. Voilà, un enfant turbulent. Alors justement, un enfant turbulent, c'est-à-dire quoi quand on dit qu'un... Oui, tourbillon, il y a des tourbillons. Ouais. Imprévisible. Oui, alors, en fait, il y a un peu de ça, mais quand même, disons que c'est toujours déterministe, la mécanique des fluides. Après, Donc c'est un enfant par turbulent. contre, désordre, énergétique. irrégulier, Chaotique. Oui, il peut y avoir du chaos. Ouais. Après, un enfant Dissipation turbulent... d'énergie, pardon. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, Dissipation d'énergie. exactement ça. En fait, un enfant, s'il est turbulent, Ouais. c'est comme si il avait trop d'énergie à l'intérieur de lui, et finalement, il n'arrêtait pas de bouger partout pour essayer de dissiper son énergie. Et un fluide turbulent, c'est pareil. Il y a une chose que vous ne m'avez pas dite, qui est importante aussi. Par exemple, dans le cas de la thèse de Cap, enfin, bon, je ne sais pas si on le voit vraiment, mais... En fait, l'écoulement là, de la fumée autour de la tasse de café, s'il est turbulent, c'est que finalement, il se mélange avec l'air autour et ça dissipe de la chaleur autour. Enfin, disons que la turbulence, c'est aussi une manière de faire du mélange dans les fluides. Ah, non. C'est le mélange, en fait, le terme que je voulais, qui est important. C'est pour ça que parfois, dans les applications, comme l'écume dans la cascade. Oui, tout à fait, tout à fait. Finalement, ouais, sur cette image, enfin sur ce slide, on peut déjà voir que la turbulence, ça va avoir des aspects positifs ou des aspects négatifs en ingénierie. Le mélange, parfois, c'est bien. Par exemple, dans un moteur, on veut que les petites particules mais on veut que les choses se mélangent bien pour avoir une bonne réaction chimique. Dans ce cas, on a intérêt à avoir un écoulement turbulent. Mais parfois, comme par exemple derrière une voiture, on a de la turbulence et en fait là, c'est de la perte d'énergie et ça nous freine pour l'avancement. Donc, finalement, tous ces aspects-là, ils sont dans la turbulence et c'est ça qui fait que parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Dans les phénomènes géophysiques, disons pour que la planète Terre fonctionne correctement, la turbulence est absolument nécessaire. Donc, je vais vous montrer quelques exemples après. En éruption volcanique aussi. Là. Ouais, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Après, c'est à vous de voir. Il y a une éruption et il y a une coulée après. Donc, hein? Non, c'est pas ça. Ah voilà. Donc les caractéristiques d'un écoulement turbulent en langage un peu plus scientifique, c'est, alors comme on a dit tout à l'heure, alors un écoulement qui dépend beaucoup du temps. C'est-à-dire que quand on est en... Imaginez que vous êtes en un point, vous allez voir que la vitesse en ce point-là, elle va fluctuer très vite.
dans un écoulement turbulent beaucoup plus que dans un écoulement tout droit, tout beau, tout laminaire. Il y a un mélange d'échelles, donc c'est ce qu'on a vu aussi dans la vidéo. Par exemple, il y a la petite écume et il y a l'écoulement principal. On va parler beaucoup de ce mélange d'échelles et vous allez voir qu'il est finalement un peu essentiel pour que la turbulence ait les caractéristiques qu'on a définies dans la slide précédente. Alors là, c'est une expérience importante. Disons qu'on peut faire tout un tas d'expériences du même type pour montrer la même chose, mais ce qu'elle montre est important. Je vais du coup bien passer le temps pour souligner ce qui se passe ici. Alors, on a un cas où on a une marche, juste une marche quoi. Oui. Vous la voyez en haut, donc on est à une certaine altitude, et puis hop, on descend, et après voilà, donc on a une marche. Le fluide passe au-dessus. Il arrive de la gauche, et il va vers la droite. Comme si c'était de l'eau qui coulait, quoi. Voilà, comme si c'était de l'eau qui coulait au-dessus d'une marche. Donc en fait, quand l'eau arrive en haut de la marche, elle a quand même une certaine énergie, une certaine inertie, donc elle ne tombe pas tout de suite, parce qu'elle a une certaine vitesse, vous comprenez qu'elle ne va pas tomber tout de suite en bas de la marche. Elle va continuer un peu à avancer, et elle a la trajectoire de la ligne que vous voyez en haut, c'est-à-dire qu'elle recolle à la paroi inférieure, un peu plus bas, en fait, en aval de la marche. Bon, ça, on l'a vu tous les jours dans notre vie de tous les jours, on comprend un peu comment ça fonctionne. Et à l'intérieur, dans le creux de la marche, vous avez une bulle de recirculation, il y a des vitesses faibles dans cette zone. Alors, maintenant, je vais augmenter la vitesse de l'écoulement qui arrive sur la marche. Et ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6 images que vous allez voir là de haut en bas. Alors, au début, donc j'ai une vitesse relativement faible, enfin suffisamment grande pour que le fluide ait quand même un peu d'inertie quand il arrive sur le haut de la marche. Et vous voyez qu'on recolle à une certaine position. Voilà, donc ça c'est pour une vitesse de 1 cm par seconde au-dessus de la marche. Alors maintenant, j'augmente la vitesse. Donc vous voyez que, comme bien sûr ici on a une vitesse plus importante, le fluide il a plus d'énergie. Et le temps que voilà, il recolle à la paroi et que les effets de la gravité jouent, on est déjà plus loin sur la paroi. On recolle ici. Et plus on augmente la vitesse, plus c'est le cas, sauf à partir d'un certain moment. Et c'est comme par hasard quand on commence à devenir turbulent. Alors ici, déjà, on voit que cette surface-là, elle commence à avoir un peu des instationnarités. On n'est plus aussi régulier qu'en haut. Et là, on voit carrément qu'il y a des espèces de vagues qui naissent. Donc c'est le début de la turbulence, ce sont les instabilités qui donnent lieu à la turbulence. On en parlera un peu plus tard. Et on commence à avoir un peu plus de mélange dans l'écoulement. Et là, donc, on est de plus en plus turbulent quand on augmente la vitesse de l'écoulement. Qu'est-ce que le V ou le nu que vous avez dans votre équation? Le RE, Reynolds, c'est ça? Oui. J'en parlerai après, en fait, Alors, je suis désolée. U, c'est la vitesse. Oui. H, c'est la hauteur de la marche. Oui. Et le nu? Le nu, c'est la viscosité du fluide. En fait, la viscosité, je suis désolée, bon, j'en parle pas là parce qu'il faut que j'évoque les choses dans un certain ordre, mais on va en parler un tout petit peu après, c'est-à-dire que la turbulence ne va pas survenir pour la même vitesse d'écoulement si vous faites la même expérience avec de l'eau ou avec de l'huile. Et c'est parce que la viscosité joue un rôle important dans la dissipation d'énergie. Enfin, on va essayer de le comprendre un peu après. En tout cas, oui, vous avez raison, ça, c'est le Reynolds, donc, qui est lié à la viscosité, à une dimension, une taille et une vitesse. C'est le paramètre important pour savoir si un écoulement est turbulent ou pas, et parce que c'est un certain monsieur Reynolds qui a fait ces expériences. Mais c'est juste le slide suivant, en fait. En tout cas, là, ce que j'aimerais montrer, c'est juste que quand on augmente la vitesse, on devient de plus en plus turbulent. C'est-à-dire que bon, la turbulence, elle apparaît à partir d'un seuil critique en vitesse. Et ce que je montrais aussi, qui est important, c'est que à partir du moment où on devient turbulent, le fluide rattache toujours au même endroit sur la paroi. Bon, là, on ne le voit pas forcément bien, mais en fait, si vous faites les expériences et que vous regardez le point de rattachement du fluide ici, vous voyez qu'il augmente tant qu'on n'est pas turbulent, et dès qu'on devient turbulent, c'est le même, comme si le fluide adaptait sa forme à l'énergie, même si on lui donne plus d'énergie, en fait, il adapte son écoulement de manière à recoller toujours au même endroit. En fait, c'est quoi H là? Parce que la forme La hauteur de la marche. C'est la hauteur de la marche, D'accord, oui. d'accord. Mais en fait, pour l'instant, finalement, je voudrais juste qu'on regarde ces images et qu'on voit qu'en fait, à partir du moment où on devient turbulent, c'est comme si le fluide arrivait à dissiper tout seul l'énergie qu'on lui donne en plus de cette distance-là limite à laquelle il s'arrête.
il la dissipe tout seul pour que finalement, même si on lui donne plus d'énergie, il parvient à recoller toujours au même endroit et il ne recolle pas de plus en plus en aval. On pourrait faire cette expérience sur beaucoup de cas, on a un écoulement turbulent, c'est toujours pareil, il y a toujours une quantité qui au bout d'un moment varie plus, même si on augmente l'énergie qu'on donne au départ au fluide, parce que lui-même dissipe tout seul juste la bonne quantité d'énergie. C'est incroyable, alors il le fait d'une manière auto-adaptative, par un certain mécanisme que les gens ont mis beaucoup de temps à comprendre, et qu'aujourd'hui, pour lequel aujourd'hui on a quelques pistes de compréhension, que je vais un peu expliquer. Alors voilà, donc si je renote les caractéristiques, on a un seuil critique à partir duquel l'écoulement devient turbulent, et surtout un truc important, c'est que la forme de l'écoulement s'adapte en fonction de l'énergie qui lui est fournie pour dissiper la bonne quantité d'énergie, tout ce qu'il faut. Et le cinquième point, donc, il n'est pas sur cette image, mis à part des équations, mais c'est ce que me faisait remarquer M. Marshall, plus l'écoulement est visqueux, plus on doit augmenter de la vitesse de l'écoulement pour qu'il devienne turbulent. Ça, bon, en fait, je n'ai pas mis l'expérience parce que je n'avais pas le temps, mais si vous faites une expérience où, par exemple, vous avez un canal avec de l'eau, vous mettez une dépression d'un côté, donc vous avez un écoulement, l'eau avance, et la même expérience avec de l'huile, vous allez voir qu'au bout d'une certaine vitesse, quand vous augmentez la vitesse, l'eau va devenir turbulent, mais l'huile, l'écoulement ne sera toujours pas turbulent. Il faudra aller bien loin pour arriver à le rendre turbulent. D'ailleurs, j'ai jamais vu un écoulement turbulent dans l'huile, personnellement, dans la vie de tous les jours. Il faut bien pousser, hein, voilà. Donc c'est que la viscosité du fluide a un lien avec le moment où le fluide devient turbulent. Et finalement, pour trouver à partir de quel seuil on devient turbulent, on utilise le nombre de Reynolds, et c'est Reynolds qui a fait ces expériences-là et qui a trouvé quel était le bon lien entre les paramètres. Alors en fait, le nombre de Reynolds, il définit l'influence des effets inertiels par rapport aux effets visqueux. Parce que plus vous avez un écoulement visqueux, plus finalement c'est difficile d'avoir cette formation de différentes échelles. L'énergie se dissipe toute seule si vous voulez. Vous n'avez pas encore suffisamment d'énergie pour avoir besoin d'enclencher la turbulence. En fait, ici, vous avez le calcul du nombre de Reynolds qui dépend donc de la viscosité, de la vitesse et de la densité du fluide ainsi que d'une échelle de longueur, comme avant c'était la hauteur de la marche. Si on le calcule pour un fleuve et pour une bouteille d'huile, vous n'avez pas du tout le même nombre de Reynolds. Et plus il est grand, en fait, plus l'écoulement a tendance à être turbulent. Enfin, plus il a une proportion à l'être. J'ai pas écrit les équations en fait, parce que voilà, j'aurais peut-être dû. Finalement, c'est les effets inertiels, c'est-à-dire la vitesse fois une certaine distance, divisé par la viscosité du milieu. Si les effets inertiels dominent par rapport au frottement visqueux, alors l'écoulement peut être turbulent. S'il domine de beaucoup, c'est-à-dire si le nombre de Reynolds est grand. Ça va ? Alors maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on a autant d'échelles dans un écoulement turbulent et comment l'écoulement il fait pour tout seul dissiper justement la bonne quantité d'énergie et pile la bonne quantité. Alors c'est Richardson et Kolmogorov, qui sont plutôt des mathématiciens en fait à la base, qui ont trouvé une théorie qui explique ce qui explique ça. Alors bien sûr c'est qu'une théorie, on peut pas, enfin c'est une manière de penser qui nous permet de faire les bons calculs et qui nous permet de comprendre un peu le phénomène. Alors en fait comment ça se passe? Donc finalement on va considérer un grand tourbillon dans l'écoulement. Et ben il se trouve que au bout de sa durée de vie, qui est quand même assez long, ce grand tourbillon va donner naissance à plusieurs tourbillons un peu plus petits. Et ces tourbillons un peu plus petits, au bout d'une durée de vie qui va être encore plus faible que le premier tourbillon, il faut donner naissance à des tourbillons encore plus petits. En fait, tout ça, c'est un certain mécanisme d'échelle. Donc, en fait, finalement, des grands tourbillons vont donner naissance au fur et à mesure à des tourbillons de plus en plus petits. Et il y a une loi ici, disons, de symétrie entre les échelles, disons, les manières dont on descend en termes d'échelle, jusqu'à ce qu'on ait des structures tellement petites que, à cette échelle-là, elles sont dissipées par le frottement visqueux. Vous vous souvenez du nombre de Reynolds? Dedans, il y a une certaine distance qui intervient. Si la distance est petite, en fait, finalement, ces petits tourbillons-là, ils vont rapidement se transformer en chaleur et c'est eux qui permettent de dissiper l'énergie. Tout ce transfert d'échelle, il s'effectue sans perdre d'énergie et vraiment, l'énergie, elle se perd là, à un moment où on a des structures tellement petites qu'elles ne peuvent plus exister dans l'écoulement. Voilà, donc finalement, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces structures, tous ces tourbillons, ils ne sont pas comme ça
c'est pas au fur et à mesure qu'on avance dans le fluide qu'on aura des tourbillons de plus en plus petits. Ils coexistent, ils sont tous mélangés dans l'écoulement. C'est ce qu'on voit un peu sur cette échelle, sur cette image-là. Voilà. Donc finalement, en fonction de la viscosité de l'écoulement, donc si on a de l'eau, si on a de l'huile, vous pouvez calculer quelle est la taille d'échelle la plus petite qui peut exister dans l'écoulement. Cette échelle-là, c'est celle-là. Parce qu'après, il n'y en a plus vu qu'ils sont éliminés par le frottement visqueux. Voilà. Donc ça a certaines applications. Enfin, on peut comprendre par exemple que si on veut simuler numériquement un écoulement turbulent, en fait, il faudrait avoir suffisamment de points pour, si on veut le simuler parfaitement, pour avoir cette échelle-là qui soit bien décrite. C'est-à-dire que si on veut étudier par exemple une cuve qui fait 1 mètre par 1 mètre, dans laquelle il y a un écoulement turbulent, en fait, il faudrait avoir un maillage, une grille suffisamment fine pour que finalement on ait au moins 2-3 points sur ces petites échelles-là. Et si vous faites le calcul, vous trouvez qu'avec les ordinateurs actuels, c'est impossible de calculer totalement un écoulement turbulent, donc on est obligé de faire des approximations. En tout cas, voilà, la turbulence est un mécanisme de brisure d'échelle, adaptatif et autonome, c'est ça qui est absolument incroyable, qui régule la dissipation de l'énergie des milieux déformables soumis à de fortes contraintes. C'est la définition de mon prof, je trouve qu'elle est claire. Ça donc là, je sais pas si j'ai beaucoup de temps encore, mais bon, en fait c'est presque fini. On a, j'ai mis un gilet turbulent à différents nombres de Reynolds, un écoulement dans un canal, et si on fait un zoom sur ces deux parties-là, en fait on voit que, ce que je veux montrer là, c'est le caractère homogène et isotrope de la turbulence. Là on a des écoulements qui sont différents, mais en fait, si on fait une certaine correspondance d'échelle entre les deux, on voit qu'on a l'impression d'avoir la même texture, la même... en fait, ces structures, elles se mélangent tellement qu'on a comme un effet statistique, et c'est pour ça que les statistiques sont beaucoup utilisées en turbulence. Enfin, c'est un peu... je vais trop vite peut-être, mais voilà. Là, je vais parler un petit peu des fractales, parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on... En fait, on peut faire une analogie entre un écoulement turbulent et certaines formes fractales. Et pourquoi? Parce que finalement, elles sont reliées par la même chose. L'intérêt des formes fractales dans la nature, c'est d'augmenter les échanges. Par exemple, si on regarde dans un poumon humain, non, pardon, en fait, excusez-moi, je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'une fractale, comme ça, ce sera plus clair pour la suite. En fait, une fractale, ici j'en ai mis un exemple, comme le flocon de Koch, c'est quelque chose qui a une certaine dimension. Ici, par exemple, on a que des lignes qu'on coupe les unes dans les autres au fur et à mesure. Et à la fin, donc, si vous faites ce processus plein de fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois quand vous avez un segment, vous le séparez en trois, vous faites une petite pointe comme ça, vous finissez par obtenir au bout de, je sais pas, un millier de fois, des structures comme ça. Ça, c'est qu'une ligne, mais elle est tellement repliée sur elle-même qu'on dirait une surface. On dirait presque une surface. C'est pour ça que les fractales, on dit qu'elles ne sont pas une dimension entière. Celle-là, elle n'a pas tout à fait la dimension 2 d'une surface, mais elle est entre la surface et la ligne. Et en fait, on a ça aussi dans la nature. C'est une dimension fractionnaire. Voilà, oui. Entre voilà, 1 et 2. D'accord, voilà, c'est ça. Et si on regarde dans la nature, on a certaines choses qui ont des formes de fractales, comme par exemple le poumon humain. En fait, quand on regarde toutes les alvéoles et tous les vaisseaux sanguins, etc., sont tellement interconnectés que, en fait, ce sont comme des lignes, mais ça fait presque une surface. Et ça, c'est pour augmenter les échanges entre le CO2 et l'oxygène dans le corps humain. L'intérêt d'avoir une forme fractale, c'est d'augmenter les échanges. Et par exemple, dans les feuillages aussi, dans la forêt, c'est pareil. Les feuilles, ce sont des surfaces, elles sont planes, mais en fait, avec tous les arbres et toutes ces formes finalement planes qu'on a les unes au-dessus des autres, on finit par occuper un volume 3D, et c'est ça qui permet, disons que c'est comme si ça permettait d'augmenter les échanges entre l'oxygène et le CO2, entre la forêt et le milieu ambiant. Et ben, en fait, finalement, le fluide, il adopte une stratégie un peu similaire. Il a comme une espèce de structure en forme de fractale avec plusieurs échelles. Par exemple, là, si vous zoomez ici, on retrouve un peu des caractéristiques proches à plus petite échelle. Et c'est finalement, il est intelligent, le fluide. Il a adopté une manière qu'on voit partout dans la nature pour augmenter les échanges, et c'est comme ça qu'il dissipe son énergie. On peut le voir de cette façon, par une analogie avec les fractales. Alors voilà ce tableau. Il était au début de ma présentation.
Et c'était pour une raison bien précise, c'est qu'en fait, la turbulence, on a du mal à la décrire par les sciences. Et d'ailleurs, c'est assez récent, ça date de 1940, cette interprétation de Kolmogorov et Richardson que je vous ai proposée. Mais avant ça, en 1889, Van Gogh avait dessiné instinctivement la turbulence, un écoulement turbulent. Il y a des scientifiques qui ont étudié ce tableau et qui ont vu qu'en fait, si vous regardez tous les points qui ont la même luminance et les échelles, les tailles de ces coups de pinceau, on retrouve les mêmes lois statistiques que dans un écoulement turbulent. Ils ont étudié aussi beaucoup d'autres tableaux avec des, je sais pas moi, de la mer, des vagues, etc. Et il n'y avait pas ce phénomène, il n'y a que Van Gogh qui a réussi à le capter aussi bien. Alors ça c'est assez incroyable, donc c'est cet article-là. Et il y a un petit film que je peux vous passer dessus, ça permettra de faire une pause et de bien comprendre. Il dure seulement 5 minutes. Parce que, en fait, oui, je trouve ça incroyable qu'instinctivement Van Gogh, surtout dans ces périodes où il était le plus déprimé, parce que ça c'était juste 1 an avant son suicide et après s'être coupé l'oreille, il a pu dessiner instinctivement la turbulence dans son tableau. Alors voilà, c'est la vidéo. One of the most remarkable aspects of the human brain is its ability to recognize patterns and describe them. Among the hardest patterns we've tried to understand is the concept of turbulent flow in fluid dynamics. The German physicist Werner Heisenberg said, "When I meet God, I am going to ask him 2 questions. Why relativity and why turbulence? I really believe he will have an answer for the first." As difficult as turbulence is to understand mathematically, we can use art to depict the way it looks. In June 1889, Vincent van Gogh painted the view just before sunrise from the window of his room at the St. Paul de Massol Asylum in Saint-Remy-de-Provence, where he admitted himself after mutilating his own ear in a psychotic episode. In the starry night, his circular brushstrokes create a night sky filled with swirling clouds and eddies of stars. Van Gogh and other Impressionists represented light in a different way than their predecessors, seeming to capture its motion, for instance across sun-dappled waters, or here in starlight that twinkles and melts through milky waves of blue night sky. The effect is caused by luminance, the intensity of the light in the colors on the canvas. The more primitive part of our visual cortex, which sees light contrast and motion but not color, will blend 2 differently colored areas together if they have the same luminance. But our brain's primate subdivision will see the contrasting colors without blending. With these 2 interpretations happening at once, the light in many Impressionist works seems to pulse, flicker, and radiate oddly. That's how this and other Impressionist works use quickly executed prominent brushstrokes to capture something strikingly real about how light moves. 60 years later, Russian mathematician Andrei Kolmogorov furthered our mathematical understanding of turbulence when he proposed that energy in a turbulent fluid at length r varies in proportion to the 5/3 power of r. Experimental measurements show Kolmogorov was remarkably close to the way turbulent flow works, although a complete description of turbulence remains one of the unsolved problems in physics. A turbulent flow is self-similar if there is an energy cascade. In other words, big eddies transfer their energy to smaller eddies, which do likewise at other scales. Examples of this include Jupiter's Great Red Spot, cloud formations, and interstellar dust particles. In 2004, using the Hubble Space Telescope, scientists saw the eddies of a distant cloud of dust and gas around a star, and it reminded them of Van Gogh's Starry Night. This motivated scientists from Mexico, Spain, and England to study the luminance in Van Gogh's paintings in detail. They discovered that there is a distinct pattern of turbulent fluid structures, close to Kolmogorov's equation, hidden in many of Van Gogh's paintings. The researchers digitized the paintings and measured how brightness varies between any 2 pixels. From the curves measured for pixel separations, they concluded that paintings from Van Gogh's periods of psychotic agitation behave remarkably similar to fluid turbulence. His self-portrait with a pipe, from a calmer period in Van Gogh's life, showed no sign of this correspondence. And neither did other artists' work
that seemed equally turbulent at first glance, like Munch's The Scream. While it's too easy to say Van Gogh's turbulent genius enabled him to depict turbulence, it's also far too difficult to accurately express the rousing beauty of the fact that in a period of intense suffering, Van Gogh was somehow able to perceive and represent one of the most supremely difficult concepts nature has ever brought before mankind, and to unite his unique mind's eye with the deepest mysteries of movement, fluid, and light. Super. Alors, je sais pas si... ouais, parce qu'en fait, j'ai encore des trucs à expliquer après. Mais enfin, est-ce que vous voulez faire une pause et faire une petite discussion maintenant et je continue après sur... Je continue tout? Vous n'en avez pas marre, sinon on arrête. C'est bon, c'est bon. Non, Ok. on est En dans fait, le fluide. C'est juste une petite partie, enfin là on est presque fini, mais en gros je voudrais montrer comment techniquement en fait on crée des tourbillons dans un écoulement. Une des manières, parce qu'il y a plusieurs manières en fait desquelles un écoulement techniquement devient turbulent. Alors parce qu'en fait il y a une chose que j'ai pas bien dit tout à l'heure, c'est que bien sûr donc, pour qu'un écoulement soit turbulent, il faut que le nombre de Reynolds soit suffisamment grand, c'est-à-dire un écoulement pas trop visqueux, une vitesse suffisamment rapide. Et en fait, en dessous de ce seuil, on n'aura pas de turbulence. Par contre, même au-dessus de ce seuil, il est possible qu'on n'ait pas un écoulement turbulent s'il n'est pas perturbé. Par exemple, si on est dans un tuyau avec zéro rugosité, super droit, aucune perturbation, si on a disons, quelque chose de stable, on peut pousser jusqu'à des nombres de Reynolds extrêmement élevés qui sont supérieurs au seuil à partir duquel il devrait devenir turbulent, et en fait il ne l'est pas. Donc, bon, en fait en pratique on a toujours un peu de rugosité finalement, c'est pour ça que dans la pratique on a des écoulements turbulents partout, on a toujours des instabilités, mais si vous voulez, il faut quand même un petit déclencheur pour la turbulence, que ce soit de la rugosité ou que ce soit une instabilité, c'est-à-dire une forme de fluide, enfin disons une forme, une manière dont le fluide est disposé qui est instable. Par exemple, ça c'en est une. Hein? C'est comme la cristallisation. Ah d'accord, ok. Il faut toujours un petit déclencheur pour qu'un liquide refroidit au-dessous de la température de solidification se solidifie. Bah c'est pareil du coup dans notre cas. Alors là je vous ai montré la rugosité, mais après je vais vous montrer un exemple de phénomène instable. Alors là j'ai le schéma, puis après j'aurai la vidéo. Comme ça vous verrez ce que ça donne en réalité. Alors là en fait on a un écoulement qui est instable parce que on a un fluide qui va dans un sens en haut et en bas dans l'autre sens. Alors, il suffit qu'il y ait une petite perturbation, bon, ça peut venir de l'extérieur, ça peut, de toute façon on en a toujours, pour que, en fait, le fluide finisse par s'enrouler sur lui-même. Et je vais vous montrer ça en vidéo avec, non pas des fluides qui vont, avec des fluides qui vont dans deux sens différents, parce que on incline un certain tuyau et qu'il y a un fluide qui est plus lourd que l'autre. C'est ce qu'on appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz, ouais. This experiment is to look at Kelvin Helmholtz. Le son. Et alors, peut-être on peut avancer un peu la vidéo parce que au début il est un peu long. Alors, on a un long tuyau avec au-dessus un fluide qui est quoi? De l'eau pure. De l'eau pure et en bas de l'eau salée. Donc en fait, finalement, on est plus dense dans le fluide rouge que dans le fluide blanc. On voit comment ils remplissent le tuyau là. Donc d'abord ils mettent l'eau pure, ils vont attendre qu'on atteigne la moitié du tuyau. Alors ensuite, très doucement pour ne pas former d'instabilité, etc., ils vont mettre de l'eau salée coloriée en rouge pour qu'on voit bien le mélange des deux fluides. Donc ils le remplissent. Une fois que c'est plein, ils vont remettre le tuyau droit. Donc ils le font très doucement pour pas qu'il y ait de mélange. Après ils vont accélérer, voilà. Voilà. Alors en fait finalement, là on voit rien, mais c'est normal, je sais pas ce qu'ils font là, voilà. Là ils sont figés. Donc là on est dans une position stable, mais on va l'incliner juste légèrement.
Et là, on est instable. Alors, en fait, là, celui qui est plus dense, il s'accumule vers le bas, donc celui d'en haut est obligé de s'accumuler vers le haut. On a le mouvement, voilà. On a la même chose que tout à l'heure. Et vous avez vu des tourbillons qui sont apparus. Et après, là, l'écoulement devient turbulent, il y a du mélange. Là, il le remontre et on a un zoom sur ça. Alors, c'est ce qu'on appelle le développement d'une instabilité qui, finalement, finit par donner de la turbulence. Voilà. Alors, ça c'est un phénomène qui arrive quand même assez souvent, sauf qu'on n'arrive pas peut-être à le voir dans la vie de tous les jours, mais si vous regardez dans un ciel avec des nuages, en fait, c'était filmé à Cambridge, mais pas ça qui nous intéresse. Après, en fait, on observe même ça dans la réalité. Là, vous avez dans la nature. Vous avez des nuages et je ne sais pas en fait ce qui a dû se passer là. Il y a peut-être eu un vent qui allait dans l'autre sens. Voilà, deux vents dans deux sens différents. En fait, le vent il va dans un seul sens, mais alors ce qui arrive, c'est que quand la pression augmente, les nuages donc, disparaissent, puisque c'est complètement... Ah oui, là tu expliques pourquoi il y a des nuages. Mais pourquoi ça fait des... Mais ça, si ça fait des trucs, c'est vraiment qu'il doit y avoir eu deux mouvements dans deux sens différents. Il y a un seul vent dans un seul sens. Le mouvement est relatif, il suffit que ça... Il y a du vent là-haut dans un sens, non? Oui. Le vent avance, mais les nuages n'avancent pas. Oui, c'est vrai. Donc quand le vent arrive, hop, ça se condense et ça se décondense. Le vent est constant, mais les nuages ils sont stationnaires. Les nuages sont accrochés parce que ça se condense là et ça se... Le vent n'est pas constant là. Les nuages permettent de visualiser le phénomène, mais en fait on pourrait le voir. Non, le vent n'est pas constant, il y a une montagne. Enfin, on pourrait pas le voir. Il y a du vent remontant. On pourrait y être. En plus du vent à d'altitude. Oui. Alors après, il y a un autre type d'instabilité parce que nous, finalement, les mécaniciens des fluides, on étudie les instabilités. Pourquoi? Parce que c'est la voie vers la turbulence et parce que... Attendez, pas encore. Et parce que si par exemple on veut produire de la turbulence, on n'a qu'à essayer de produire juste la bonne perturbation pour avoir l'instabilité qu'on veut. Et après, on aura notre turbulence et on peut par exemple détruire des gros tourbillons de cette manière. Et dans mon laboratoire, il y a des gens qui font ça. Ils s'intéressent au sillage d'avion et à la manière de détruire le plus rapidement possible les sièges d'avion. Donc ils étudient ces instabilités. C'est des choses qu'on peut faire mathématiquement à partir de l'équation de Navier-Stokes. Alors là, vous avez un avion qui est passé et il a laissé deux tourbillons dus à l'enroulement du fluide de chaque côté, voilà, des bouts de son aile, de ses ailes. Ça, c'est un phénomène qu'on a tout le temps, sauf qu'on ne les voit pas toujours. Il faut des certaines caractéristiques de pression et densité. Et les tourbillons de Godel sont dangereux parce qu'ils peuvent perturber un autre avion. C'est ça. C'est ça. Il paraît qu'on voit ça dans un film parce que la NASA a mis ça dans un film pour financer certaines de ses études là-dessus et que les gens se rendent compte que ça peut être dangereux. En fait, dans les aéroports, on a des temps on a des temps limites qui sont prescrits entre différents avions qui atterrissent en fonction des tailles des avions pour qu'un avion plus petit ne soit pas déstabilisé par le sillage d'un avion plus gros. Et justement, si on arrivait à développer quelque chose qui met des instabilités et qui détruit ce sillage-là, eh bien, en fait, on pourrait faire atterrir les avions de manière beaucoup plus rapprochée. Et c'est pour ça que là, on vient de recevoir une subvention, nous, au labo, pour étudier ça. Mais c'est pas moi qui fais ça, en fait. Mais là, vous allez voir, ça se fait naturellement. Et c'est ça qu'on cherche à accélérer au laboratoire. Vous avez deux tourbillons qui sont tous les deux plans au départ. Mais après, à cause des inductions mutuelles, en fait, c'est une situation instable. Et ils finissent par former des anneaux. Puis, il y a de la turbulence qui se développe autour de ces anneaux. Et les tourbillons disparaissent. Alors voilà, nous on cherche à accélérer ce phénomène, ça s'appelle l'instabilité de Kroll. C'est un préfilm ou une simulation ça? Ça a été vu, c'est vraiment un film. Parce que ouais. bon, on le voit pas tous les jours. Moi je vais souvent dans les aéroports, je me dis ça. Parce qu'en fait c'est pas facile d'avoir une vidéo de cette qualité-là et d'avoir des tourbillons qui restent aussi longtemps. Ça ressemble à des volutes de fumée là. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Ça c'est justement c'est une des choses qui peut arriver quand on a deux tourbillons qui sont contrarotatifs, mais là ils sont en 3 dimensions. Donc finalement il y a encore une autre dimension possible pour l'instabilité par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors là, on va arrêter. J'ai fini la présentation, après je vais juste vous expliquer
comment dans la réalité, bon ça c'est pas grave en fait, on va passer, comment du coup en réalité, quelle démarche on a en mécanique des fluides, et puis ce sera mon dernier slide. Parce que en fait, vu qu'on a des équations, je vous rappelle qu'on ne peut pas résoudre analytiquement et qui sont assez compliquées, et vu qu'on a des phénomènes comme la turbulence avec tellement d'échelles de taille, de vitesse, et en temps que c'est difficile à capter, bah, finalement comment on fait pour résoudre nos écoulements de manière générale? Alors, en fait, l'approche la plus intuitive qu'on pourrait dire, c'est qu'on n'a qu'à faire une expérience. On a toute la réalité en face de nous, voilà, puis après on extrait les résultats qu'on veut, et comme ça, on a nos résultats, quoi. Sauf que, dans la pratique, on ne peut pas toujours tout faire en expérience. Par exemple, les gens qui étudient l'explosivité de l'hélium qui est dans une espèce de On va tout faire sauter. voilà, il y a des gens qui étudient ça en fait, qui étudient ce qui se passerait si on avait une fuite dans un réservoir d'hélium. Ils étudient ça au CEA. Et comment est-ce que ça exploserait ensuite dans la pièce autour. Il vaut mieux pas faire une expérience pour ce genre de choses. Après, vous avez aussi des autres raisons plus scientifiques pour lesquelles on ne peut pas toujours faire une expérience pour tout. C'est que parfois on a des phénomènes qui sont à grande échelle, et si on les fait à petite échelle, on n'a pas toujours la même physique, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être changer de fluide. Quelque chose qui est à grande échelle dans l'eau, il faut peut-être le faire à petite échelle dans de l'huile pour avoir la même physique. Mais parfois, même avec ces astuces-là, on ne peut pas avoir de correspondance. Il y a un problème d'instrument de mesure. Aussi, qui exactement. L'expérience. Ça, c'est aussi un autre problème pour le fait qu'on ne peut pas faire une expérience. Et puis, de toute façon, on a toujours... non, de toute façon, on a toujours une incertitude, mais ça, c'est vrai dans toutes les approches qu'on peut tenter. Donc, on peut essayer de simplifier l'équation et de résoudre ça analytiquement, ou alors simplifier l'équation et passer par la simulation numérique. Alors, dans la simulation numérique, ce qu'on fait, c'est que au lieu d'avoir un écoulement totalement continu, on va prendre plusieurs points. Là, on va faire un maillage, on va calculer la vitesse dans tous ces points-là, donc d'une manière discrète, mais les points doivent être suffisamment rapprochés pour décrire la réalité. Le truc, c'est que, comme je vous ai dit, pour la turbulence, on a des toutes petites échelles, on ne peut pas mettre assez de points, et on n'a pas assez de mémoire dans les ordinateurs aujourd'hui pour stocker toutes les informations. Donc on est obligé d'employer des ruses qui font que, du coup, on n'est pas toujours représentatif de la réalité. Méthode de Monte-Carlo. Est-ce qu'on a peut-être, mais alors, dans la pratique, nous... Dans la méthode Monte-Carlo, on va choisir les points au hasard, ouais. et puis on fait une moyenne, ce qui évite de prendre la totalité des points disponibles. On prend ce qu'on appellerait un échantillon, c'est comme la méthode des sondages un peu. D'accord. Alors en fait, on adopte une approche qui peut-être, c'est finalement une manière intégrée de considérer ces choses-là statistiques, mais en fait, on se dit les petites échelles, au lieu de les résoudre avec Navier-Stokes, on va simuler leur influence sur les grandes, et donc on rajoute un terme qui est faux, pseudo-terme dans Navier-Stokes, pour prendre en compte l'influence des petites échelles sur les grandes, et après on fait la simulation. Sauf que finalement là, on modélise la réalité, et du coup, c'est des modèles de turbulence pour représenter la turbulence. Et aujourd'hui, il y a pas mal de recherches là-dessus, parce que suivant le modèle que vous utilisez, sur les cas simples, vous avez toujours la même topologie d'écoulement, le même résultat, mais sur les cas compliqués, en fait, ça évolue pas de la même manière, et il y a des modèles qui représentent faussement la réalité. Donc, après, du coup, tu mets encore un pansement sur le pansement, tu mets un modèle sur le modèle, et tu finis par recoller plus ou moins la réalité. Mais c'est pour ça qu'on est obligé de jongler avec ces trois approches, théoriques, expérimentales et numériques, pour vraiment savoir si on décrit bien le phénomène. Et je dirais que voilà, le mécanicien des fluides, en fait, c'est un jongleur. Il doit toujours être entre les trois approches et essayer du coup, de comprendre la réalité à partir de ça, comprendre quels sont les biais de cette approche, quels sont les biais de l'autre. Est-ce que je peux me corriger, est-ce que je peux comprendre quelque chose de plus avec l'expérience par rapport à la simulation numérique. Et moi, c'est ce que je fais dans ma thèse. J'ai une partie expérimentale parce que uniquement avec la partie numérique, je ne pourrais pas comprendre suffisamment de physique. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Il faut juste retenir qu'il y a beaucoup d'applications dans l'ingénierie en mécanique des fluides, mais c'est encore une science assez nouvelle, en pleine évolution, et pour laquelle la recherche est très active. Et voilà, je vous remercie de votre attention.